Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Sur la voie du changement. Ce mercredi, on va essayer avec nos invités de comprendre les enjeux et les opportunités que peut présenter le secteur de l'animation. Et pour en parler, nous recevons avec nous Monsieur Taïb Cherif Bachir, directeur artistique des studios El Bouraq, et Monsieur Beshkit Youssef, dessinateur et caricaturiste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et bien sûr, nous aurons les avis éclairés et critiques de nos collaborateurs. Monsieur Kamal Cheket, membre fondateur de l'association des oulémas des pays du Sahel, et Dr Cherif Driss, politologue et analyste et enseignant à l'école supérieure de journalisme. Alors, lorsque je vous ai posé la question sur Facebook, quel dessin animé regardent vos enfants, la majorité d'entre vous m'ont cité des dessins animés occidentaux ou extrême-orientaux, ce qui est plutôt logique puisque c'est eux qui occupent le marché mondial de l'animation en quantité et en qualité. Et nos petits-enfants savent très bien faire la différence. Alors, je vous donne quelques chiffres. En 2016, le marché de l'animation a engendré près de 16 milliards de dollars américains au Japon. En France, 6200 emplois étaient dédiés à la production du film d'animation en 2017. Et aux États-Unis, la société DreamWorks, qui a été rachetée par l'entreprise Comcast, affichait un chiffre d'affaires qui avait atteint 1 milliard de dollars en 2016. Bon, c'est vrai qu'il s'agit d'exemples un peu lointains, que ce sont les leaders dans le domaine. Mais pour atteindre les étoiles, il faut oublier qu'on a des pierres dans ses souliers. Et alors justement, à propos de pierres, il y a encore beaucoup d'entraves pour développer le secteur de l'animation en Algérie, qui reste encore un domaine à conquérir. On va voir tout cela juste après ce petit reportage de Imen Aksil. Au départ, c'était parce que mon frère, c'était un bédiste, il faisait de la bande dessinée. Hein. Et moi aussi, je m'intéressais parce que à plusieurs reprises, on s'asseyait ensemble et puis il dessinait, moi je regardais. Et ça a pris comme ça. Ici, on faisait un dessin animé parce que avant, il n'y avait pas l'option. Comment faire un dessin animé? Il fallait un bon titre. Il y avait tout un matériel qui n'existait pas en Algérie. Le dessin animé en Algérie, une expérience modeste par des amateurs éparpillés un peu partout, sans rien ni personne qui centralise ses énergies. Le problème essentiel de la production de film d'animation, le programme pour enfants en général, c'est les finances. Parce que, vous voyez, on a commencé en 1998 et jusqu'à maintenant, on a fait 9 séries. Hein, à peu près 80 heures de production de films d'animation. On est les premiers, le Maghreb arabe, qui ont toute cette production. Je parle du film d'animation. Je ne parle pas des émissions destinées aux enfants. Là, je parle du film d'animation. Alors, les problèmes qu'on a trouvés, et qui sont d'ailleurs toujours d'actualité, c'est le problème de la finance. Le dessin animé est le meilleur moyen universel pour véhiculer une forte identité correctement aux petits chérubins. L'enfant, c'est le spectateur et en même temps l'acteur, parce qu'on a déjà à plusieurs reprises fait participer des enfants, soit dans l'hadra, soit même dans le scénario, dans les idées. Il y a l'autre partie qui une production, ton avis. Donc ça, c'est pour un petit peu parler de la participation de l'enfant dans la production. Change de poste de la TV et mets-le au 109. Ça commence dans genre 2 minutes. En Algérie, ce domaine est presque déserté. Je pense que c'est l'État qui devrait créer une chaîne de télévision pour enfants. Pourquoi? Parce que ça demande beaucoup de moyens, beaucoup d'efforts, beaucoup d'argent. Et la technicité, maintenant, la technicité elle est bonne. Avec toute notre expérience, quand je dis expérience, avec les éléments qu'ils ont déjà travaillé avec nous. Et à un certain moment donné, c'était des fois, on travaillait 2 ans, 3 ans, puis il n'y a pas de contrat avec la télévision ou avec le ministère. Les jeunes qui travaillent avec nous, ils ont une bonne expérience et on les a encouragés à faire d'autres entreprises.
Actuellement, il y a peut-être une dizaine d'entreprises. D'ailleurs, on a même créé un événement qui s'appelle le Jazz Anime, qui a regroupé une quinzaine d'entreprises de dessins animés. C'est تحت رعاية وزير الثقافة. Et on a marqué le point et le début du film d'animation en Algérie. السلام عليكم يا أصدقاء. اسمي حلا. أنا أحب أن أتعلم كل جديد ومفيد. سأحدثكم اليوم عن مادة حلوة. تعالوا معي. En attendant d'ouvrir une chaîne pour les enfants, de différents artistes, dessinateurs, réalisateurs et même producteurs se font honorer et soutenus par plusieurs organisations universelles dans le secteur de l'animation pour enfants, pour avoir fait ou participé dans des productions dignes des plus grands. Parmi Al Khamsa, une production 100% algérienne, élue de plusieurs prix aux plusieurs festivals d'animation au monde. Une production qui marque sa présence, méconnue dans son pays natal, l'Algérie. Voilà, il s'agissait donc du film d'animation Khamsa, mais on ne voyait pas en fait les images, c'était pas les images du film Khamsa. Donc c'était aussi votre frère Taïb Cherif Sidder qui est directeur de El Bouraq Studio. Donc Taïb Cherif Bachir. On a entendu votre frère dire que depuis 1998, vous avez fait l'équivalent de 9 séries, de 15 à 40 épisodes chacune. C'est pas évident apparemment de devenir une entreprise comment dire, puissante et bien financée et disons plus organisée. Oui, parce que on sait quand on est resté sur le marché national. Okay, parce qu'on n'a pas travaillé dans l'international. C'est pour ça que notre boîte n'a pas évolué comme on l'aurait voulu. Mais en même temps, ça nous a donné du temps pour développer notre technicité. Parce que si on travaille sur l'international, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être prêt. Vous voyez, c'est ce qui nous a fait déjà, attendre vous êtes à tout ce temps. Vous êtes à combien dans votre C'est-à-dire au maximum, en général, on recrute des dessinateurs, des chanteurs, des artistes de tout bas. Dans une grosse production comme celle de Histoire de l'Algérie, on peut arriver jusqu'à 40, 50 personnes au summum de la production. Mais vers la fin de la production, bien sûr, ce nombre va diminuer. On ne produit pas tout le temps sans arrêt. Alors ça monte et ça descend, ça monte et ça descend, selon les productions. D'accord. Ouais, c'est ça. Et alors, c'est quoi les étapes de création d'un dessin animé? D'un dessin animé ou d'un film d'animation tout dépend ou d'une pub animée Voilà, les étapes sont des étapes logiques. C'est comme on commence toujours par le scénario, l'idée, le scénario, et puis après la création des personnages. Et puis après vient le storyboard, c'est-à-dire là on aura besoin de gens qui s'y connaissent un petit peu dans le cinéma, c'est-à-dire c'est la prise de vue, etc. Je veux dire, voyez, pour une minute, disons, de dessin animé, ça fait combien d'heures de travail pour une minute? Ben, si on ne compte pas le scénario et tout le reste, si on compte seulement le travail du dessin et de l'animation, une minute, ben, ça peut aller jusqu'à une semaine de travail pour 5-6 personnes à peu près. Une équipe de 5 personnes. Voilà. Même avec le développement oui, tout dépend. Le développement, il nous permet de réaliser des styles différents. C'est-à-dire, si on reste dans le classique, ça va être, comme j'ai dit, pour 5 personnes, une minute dans une semaine, oui, ça peut aller. Mais si on travaille dans un autre style, ça peut varier. Mais une semaine, c'est la bonne moyenne. Hein. Ça peut aller un peu plus ou un peu moins selon les styles. Et une animation quotidienne, ça dure généralement combien de temps? Une animation quotidienne. Un dessin animé. Non, je peux vous dire qu'un animateur, il peut faire par jour à peu près dans les 3 à 4 secondes. D'accord. Voilà. Je veux dire le final. Par épisode, il y a combien de minutes? Tout dépend. Si on fait un 13 minutes, voilà. Il y a un certain temps. Si on fait un 26 minutes, il y a un autre temps, et ainsi de suite. C'est-à-dire un épisode avec une équipe de 15 personnes, en moyenne, ça doit à peu près 21 jours à un mois, à peu près.
comme la série sur l'histoire de l'Algérie. Ça vous a pris combien de temps pour la réaliser? Ça nous a pris beaucoup de temps. Ce n'est pas vraiment un repère, parce que là, on a essayé beaucoup de choses. Ça nous a pris presque 3 ans et demi à 4 ans pour la terminer. Mais ce n'est pas un repère. C'est-à-dire Pourquoi à la c'est pas un fin, repère? c'est-à-dire que les premiers 7 épisodes, disons les premiers 10 épisodes, on est resté à peu près 1 an et demi à les faire. C'était Et quoi le reste, problème? il a été fait dans les 2 ans et demi qui restent. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on a gagné de l'expérience avec l'année, avec le travail pour gérer une grande équipe. Et c'était quoi? Vous étiez à combien? Au summum, on était à peu près à une cinquantaine de personnes. Au summum, oui. Mais au départ, on a commencé à peu près à 15. Et c'était quoi le problème, puisque vous aviez déjà de Le problème, c'est la l'expérience gestion auparavant? d'une grande équipe. C'est-à-dire, on n'a pas de tradition dans le domaine de la production ou de la gestion des grandes équipes en Algérie. Ce n'est pas comme en Amérique où là, de grandes traditions dans le domaine. Nous, on devait tout découvrir. Oui, alors même dans le domaine de la rémunération des artistes. On a changé, au bout d'1 année et demie, on a changé le système. Vous voyez, il faut tout redécouvrir. C'est ce qui nous a retardé dans le travail de cette série, Oui, ça a coûté Histoire de combien, l'Algérie. cette série-là? 20 millions de dinars. 20 millions de dinars en moins, c'est-à-dire que ça nous a coûté un petit peu plus à la fin. Mais autour de 20 millions de dinars. Et vous avez reçu de l'aide parce Bien que sûr. c'était une commande du ministère des Moudjahidines, je pense. Moudjahidine, etc. Voilà. Et donc, vous avez opté pour un crédit plus l'aide, c'est ça? Voilà, c'est ça, pour terminer le travail. C'était difficile? Oui, 4 ans de travail, c'est très difficile. Oui. Pour le montage financier, pour avoir l'argent, c'était difficile? Oui, c'était chaotique même. Chaotique? Chaotique, pas difficile. Alors, c'est-à-dire qu'au racontez-nous, départ, comment c'était chaotique? C'était chaotique parce que, je reviens à ce que j'ai dit, c'est une question de tradition, de gestion. Nous sommes des artistes, nous ne sommes pas des gestionnaires. Alors on fait beaucoup d'erreurs, mais on apprend quand même. Alors, une fois l'argent est fini, etc., on travaille de nous-mêmes, c'est-à-dire sans argent, sans rien. C'est là que ça devient chaotique. On travaille vraiment pour rien, juste pour terminer le travail. Et ça se libère une fois le travail terminé, remis, on se libère. Excusez-moi, voilà, mais comment on peut travailler chaotique pour rien? Je ne sais pas comment on peut travailler pour rien. Alors, mais on le fait quand même. On le fait. Ah oui, Youssef Bechkit, qui fait Cheda, on peut travailler pour rien. Je voudrais bien savoir, parce que vous faites partie justement des dessinateurs, bien sûr. notamment de... Pour l'histoire de l'Algérie, j'ai commencé, au début de l'histoire de l'Algérie, c'était en 2004. Voilà, comme il a dit Bachir, au début, c'était la découverte, c'était nouveau. Et après, on se rend compte que c'est pas du tout comme on le pensait, c'est pas du tout facile, c'est plus que chaotique, c'était pratiquement... on a frôlé l'échec. De temps en temps, on s'est dit, il faut arrêter parce que c'est pas possible. Et c'est pas une question de compétence? Du tout. Voilà. Du tout. De gestion financière. Des compétences, il y en a beaucoup. Bah oui, ce qu'on n'a pas, c'est l'expérience. Il y a beaucoup de caricaturistes, il y a beaucoup d'animés, il y a les BDistes, il y a les informaticiens. Justement, là, à chaque fois, c'est la question qu'on se pose. Et je la pose à chaque fois. Des compétences, il n'y a que ça. On les connaît. On a plein d'artistes. Je peux vous citer une dizaine là, tout de suite. Mais pourquoi ça ne marche pas? Non seulement parce qu'on n'a pas... Quand il s'agit d'aller concrétiser, ça bloque. Oui, ça bloque à chaque fois. Chaque fois, il y a quelque chose qui cloche. Le problème principal, c'est le financement, parce que soit il n'y a pas de financement, soit il vient en retard. Et comme il a dit l'ami et mon boss, c'est que on est des artistes. L'artiste, on n'arrive pas à comprendre que finalement, c'est notre boulot, c'est notre gagne-pain, c'est ce qu'on fait dans la vie. On a choisi d'être artiste des créateurs, et de faire de ça une carrière. Ça, généralement, culturellement, ça passe pas. Quand on parle à quelqu'un, je dis que je dessine, il me regarde bizarrement de haut en bas. Mais oui, mais finalement, sérieusement, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il me dit ça. Moi, je suis animateur, je dessine, je suis dessinateur, je suis animateur, je suis caricaturiste. Ça déjà, c'est le problème principal. Et pour travailler pour rien, on l'a vécu longtemps.
on a travaillé longtemps pour rien et attendre à la fin. C'est ce qui crée toujours des creux, des vides. Il y a des gens qui sont... Quand on dit pour rien, c'est pour rien question financièrement. Hein, oui. À la fin, on fait sortir quelque chose. Hein. Mais financièrement, là, on travaille pour rien, oui, c'est vrai. On travaille pratiquement pour rien. Il y a des gens qui me prennent pratiquement pour un fou. Du bénévolat, vous faites du bénévolat. Voilà. Pourtant, ce n'est pas le bénévolat, le secteur de l'animation. Surtout que en matière de télévision, d'audiovisuel en Algérie, ça s'est développé. Le champ a été ouvert. Il y a eu la loi sur l'audiovisuel. Donc, on sait que la télévision, ça consomme, ça demande. Et en plus, si on demandait à un enfant, notamment, quoique le secteur de l'animation n'intéresse pas juste que l'enfant, mais en priorité, si on demande à un enfant quel est le programme, quel est son programme préféré, il va dire c'est le dessin animé, c'est l'animation. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne s'intéresse pas ou alors on n'a pas encore bien évalué et compris tout l'intérêt de ce secteur-là? En fait, c'est simple et compliqué à la fois. Simple dans la mesure où, ailleurs on dit l'enfant, c'est un enjeu économique. C'est-à-dire que l'enfant, ce n'est pas un agent, ce qu'on appelle un récepteur passif, c'est un agent actif. Première considération. Deuxième considération, quand on parle avant on parlait de dessin animé, on parle maintenant de l'industrie de l'animation, ce qui implique une valorisation d'une catégorie professionnelle, plutôt d'entrepreneurs de l'animation, des acteurs qui ne travaillent pas bénévolement. C'est-à-dire qu'il y a un problème de représentation, ceux qui dessinent, ceux qui fabriquent. Il y a même au niveau international ce qu'on appelle le marché international, pas de la mobilité. Certaines catégories telles que les concepteurs de dessins animés, de films d'animation, notamment avec la 3D et les nouvelles technologies de l'information, sont très prisées. Ce qui se passe, c'est-à-dire avant de parler de la situation en Algérie, c'est qu'à l'échelle internationale, c'est qu'en Algérie, il faut qu'on comprenne une chose. C'est ce qui se passe dans le domaine des films d'animation, des dessins animés. Il y a eu cette synergie entre la culture et l'économie. Oui. Il y a deux logiques. Il y a la logique artistique qui part du principe que les films d'animation, c'est-à-dire les dessins animés, sont là, pour informer, pour éduquer et pour transmettre des valeurs. Ouais. D'autres qui partent du principe que c'est avant tout, c'est un marché. L'enfance est un marché, c'est-à-dire que c'est un produit économique. C'est qu'il y a tout un modèle économique qui a émergé, non pas à partir des années 30, des années 40, je ne parle pas des précurseurs, ce qu'on appelle de l'industrie, ce qu'on appelle des dessins animés, avec Walt Disney et autres, mais à partir des années 70, il y a eu une évolution très significative, à savoir un nouveau paradigme économique qui fait que les biens culturels deviennent une industrie. Qui dit bien culturel dit le cinéma, la télévision et voire même les dessins animés. Il y a toute une industrie à l'échelle internationale tourne autour de l'enfance et de l'enfant. C'est-à-dire à commencer par le scénario, vers la réalisation, et on finit par les produits dérivés qui constituent le segment le plus important. Donc maintenant, pourquoi un tel segment ne s'installe pas en Algérie? Il y a un problème de culture et de représentation. Demain, le monsieur... C'est-à-dire un problème de culture. C'est-à-dire que c'est un problème culturel avant toute chose. C'est de dire que demain, par exemple, on commence par dire que le dessinateur, c'est un métier et qu'il a quelque chose à transmettre. On ne peut pas ne pas dire que c'est un métier, puisqu'il y a en Algérie une école des beaux-arts. Elle a sa valeur, je veux dire. Le problème, oui, il y a des métiers. Être un concepteur 3D, un animateur 3D, tout à fait. C'est des métiers, on en a besoin. C'est des métiers, on en a besoin. Mais entre considérer que c'est un métier et arriver à dire que voilà, on va encadrer la chose et de dire que cette telle catégorie, elle a son propre statut et que la personne peut créer sa propre entreprise et peut commercialiser le produit. Ce n'est pas un bien culturel. À un moment donné, on dit qu'on écrit bénévolement, on n'écrit pas bénévolement. Quand on écrit, c'est un produit qu'on peut vendre et dont on peut vivre. Ce qui fait qu'en Algérie, quand on dit, par exemple, voilà, vous allez à une banque, par exemple, je ne sais pas, je passe le contrôle du monsieur, et j'imagine il a évoqué la difficulté. Est-ce qu'en Algérie, je me tourne vers vous, quand vous décidez de vous lancer dans un produit, voilà la réalisation d'une série de dessins animés pour l'enfance, laquelle série est destinée à véhiculer des valeurs proprement algériennes. Pensez-vous réellement que lorsque vous allez vous adresser à une banque,
qu'on va vous ouvrir les portes, qu'on va vous financer. Donc le problème se pose. À l'étranger, oui. C'est-à-dire actuellement, dans le cadre de ce qu'on appelle de l'industrie de divertissement à travers le monde, les principaux acteurs, ce qu'on appelle, c'est les marchés financiers. C'est les marchés financiers. Les banques interviennent en amont et en aval. Et notamment, pourquoi? Parce que c'est un enjeu au-delà de l'aspect culturel, parce que c'est des référentiels culturels, c'est des codes culturels. Il y a un enjeu économique, parce que l'enjeu, dans le cadre de ce qu'on appelle dessin animé, ou plutôt maintenant de ce qu'on appelle le segment de l'animation, c'est les produits dérivés qui se chiffrent à des dizaines de milliards de dollars. On va y revenir aux produits dérivés. Mais justement, peut-être que le problème se pose au niveau des... Même s'il va proposer, il va dire, voilà, j'ai envie de créer un produit en image animée, une animation, soit un film ou une pub ou un dessin animé. S'il va le proposer et s'il n'a pas à côté une demande, une commande d'une télévision, parce que peut-être que justement le problème, c'est que les programmes pour la jeunesse, chez nous, on ne leur accorde pas une véritable valeur. Voilà. Non? Est-ce que vous n'avez pas été confronté à ça? C'est vrai, c'est une question de marché aussi. C'est vrai que si on ne peut pas commercialiser notre produit, eh ben, d'accord. Est-ce que vous avez beaucoup de commandes? Non, pas beaucoup. C'est-à-dire que la plupart des commandes, c'est des djihad étatiques. C'est-à-dire que c'est soit à la télévision, soit le ministère, et ça s'arrête à peu près jusque-là, c'est tout. Mais la plupart du temps, c'est la publicité. Si on doit évaluer ça en chiffres, combien de commandes vous avez? Même, il faut je dois avouer que le ministère de la Culture et la télévision, ils font tout leur possible pour faciliter les choses, mais ça reste quand même insuffisant. Je sais parce que j'ai travaillé avec eux très longtemps, que ce soit le ministère de la Culture ou la télévision algérienne, mais parfois le manque de financement, comment dire, il ne nous laisse pas évoluer dans le côté gestion administrative, gestion de la production. Notre gros problème, il est là, pas dans le domaine artistique. Dans le domaine artistique, je peux faire 2 ou 3 minutes, c'est كيما تاع Walt Disney ou plus ou moins, mais حاجة مليحة. Mais quand on rentre dans la production, la gestion, etc., c'est là qu'on fait défaut. Et c'est là que, je ne sais pas, des gens d'autres métiers, لازم يدخلوا في la production de dessins animés, pas que les artistes. Parce que là, on ne parle qu'avec des artistes. Je suis un artiste, c'est un artiste, on a fait une boîte, ما عندناش des financeurs, ما عندناش des gens qui peuvent vraiment gérer une production كيما هذه ويروح هو يبيعها. Parce que si je commence à penser qui va acheter encore, je ne dessinerai pas très bien. Est-ce qu'on peut dire qu'en fait, il y a le problème du budget annuel en fait, des télévisions qui pose problème, justement, qui peut entraver la demande si on doit évaluer combien il y a de minutes de dessins animés sur l'ensemble des chaînes, on trouvera vraiment quelques maigres minutes par jour. Est-ce qu'on peut dire que en fait, cette budgétisation annuelle des dépenses d'une télévision, est-ce que ça justement, ça fait partie des problèmes qui peuvent entraver une demande en quantité et en qualité, parce que c'est très important aussi. Nos enfants zappent et voient sur d'autres chaînes des animations de très haute qualité. Et lorsqu'ils essayent si on veut, si on essaye de leur dire, voilà, non, tu vas regarder ce dessin animé, elle va dire non, je ne veux pas parce que c'est pas... D'abord, les voix, c'est pas des enfants, c'est pas bien animé. Non, c'est-à-dire à quelques exceptions. Après, c'est comme si vous dites à quelqu'un, c'est-à-dire, est-ce que vous préférez consommer le local ou l'importer? Quelque part, il y a une certaine facilité. C'est-à-dire qu'actuellement, avec le boom des chaînes de télévision, avec l'Internet, tout ce qui s'ensuit, c'est que les gens ont une facilité, c'est-à-dire à l'accès à un contenu diversifié. Dans les foyers algériens, vous avez soit orienté vers Nilsat ou Astra, vous avez toute une variété de produits d'animation qui font que l'enfant algérien se dit que finalement, je n'ai pas à regarder, déjà, je n'ai pas à regarder les chaînes algériennes, notamment la chaîne publique. Ça, c'est un problème fondamental. On parle du budget, c'est un problème, on va dire administratif. C'est comme si vous dites à une entreprise de télévision qui fonctionne comme une administration. Il y a un aspect que notre ami a évoqué que je considère très intéressant. Quand il a parlé de l'implication d'autres acteurs, je suis tout à fait d'accord. Parce qu'à l'étranger, par exemple en France, ce qu'on appelle la bagagerie scolaire, l'industrie de jouets s'implique dans la réalisation des films d'animation. Oui. Parce que ça les intéresse quelque part. Ils font la promotion, parce que la promotion du produit lui-même est plus important encore parce qu'il y a un retour d'investissement à travers les produits dérivés.
Qu'en est-il en Algérie? C'est-à-dire qu'en est-il en Algérie? Ce qu'on remarque malheureusement, c'est-à-dire que comme cela est de mise dans d'autres secteurs, quand l'Algérien vous dit finalement je n'ai pas besoin à produire, si je produis ça coûte très cher, sachant que la rentabilité serait inférieure. Par contre, quand je l'importe, ça ne me coûte pas très très cher. On voit quelques chaînes privées par exemple, ils rediffusent des films qu'on dit que des films piratés, c'est-à-dire qu'il y a un problème de copyright. On rediffuse des dessins animés, c'est-à-dire qu'ils ne se cassent pas la tête, ils vont se dire, tiens, peut-être qu'il y a des sociétés de production qui produisent des films d'animation, des dessins animés, pourquoi ne pas aller les solliciter? Acheter, c'est faire sortir des devises, alors que c'est des dépenses, plutôt des dépenses. C'est des dépenses. Là maintenant, le problème, c'est que dans la plupart des cas, c'est ce qu'on appelle la violation des droits intellectuels, c'est-à-dire de la propriété intellectuelle, il faut le dire carrément, c'est-à-dire qu'on rediffuse des films. Est-ce qu'on a demandé des autorisations? Est-ce qu'on a acheté des droits? Toute la question, elle est là. Maintenant, avec l'Internet, avec YouTube, tout ce qui s'en passe, les gens, certains ne se cachent pas la tête, ils vont vers YouTube, ils téléchargent un dessin animé, ils téléchargent un film d'animation, ils le passent. C'est-à-dire qu'au dépend des règles élémentaires de déontologie, ce que dit la loi. C'est la raison pour laquelle, quand on parle de ces boîtes de production, pourquoi elles n'arrivent pas à percer, c'est tout un système qui fait qu'à la fin, c'est qu'on n'encourage pas. C'est comme vous dites pour les petits producteurs nationaux, ils disent voilà, on a un produit très intéressant. Il y a, c'est vrai, qu'un problème de marketing, de publicité, mais un problème psychologique aussi. Ils te disent voilà, finalement, c'est un produit inférieur, ce qui vient de l'étranger, il est de meilleure qualité. Oui, tout en sachant il y a un investissement important aussi. Il y a un investissement, il y a un investissement, c'est-à-dire qu'il y a un investissement, mais c'est-à-dire que quand on parle d'une industrie de l'animation, c'est tout un système, c'est tout un écosystème dans lequel plusieurs intervenants, y compris en amont à travers les circuits financiers, ce qu'on appelle les financeurs. Est-ce que les industriels algériens sont-ils prêts à s'impliquer, à financer, ne serait-ce que dans une entreprise, peut-être, il y a de la rentabilité, mais aussi de contribuer à faire valoir le référentiel culturel, identitaire algérien, et pourquoi pas l'exporter à l'extérieur. Et ça, c'est un autre enjeu très important, justement, c'est le référentiel culturel algérien et musulman. Parce que lorsqu'on parle d'animation étrangère, on parle aussi d'une culture. On parle de contes populaires, on parle d'histoire, on parle d'histoire des pays, etc. Donc nous, qu'est-ce qu'on a créé pour nous? Pour l'heure, absolument rien. Vous avez justement cité tout à l'heure un terme... Est-ce qu'on a conscience justement de ça? Tout le monde en a conscience. Vous pouvez parler à l'Algérien lambda comme vous pourriez en parler avec un responsable au ministère de la Culture ou à la télé algérienne. Tout le monde en est conscient. Tout le monde est d'accord sur le fait qu'il nous faille faire ce travail. Sauf qu'il y a une culture, je ne sais pas si on peut appeler ça la culture de l'inculture, qui fait qu'on est toujours sclérosé mentalement parlant. Vous avez utilisé un terme tout à l'heure, budgétisation. Vous savez, en termes de budgétisation à l'heure actuelle, vous avez des spécialistes qui peuvent vous quantifier vos pertes, par exemple, en termes de circulation au quotidien, ce que vous coûtent les embouteillages, ce que vous coûtent par exemple les transports. Il y a des villes dans le monde qui ont opté pour le transport gratuit. Vous allez proposer cela dans des pays comme le nôtre, on vous dira vous êtes fou. Alors que peut-être qu'une partie du transport gratuit ou sponsorisé pourrait régler un certain nombre de problèmes d'ordre économique et ça peut vraiment renflouer les caisses de l'État. On n'y pense pas. On ne réfléchit pas du tout à ça. Et apparemment, peut-être même encore plus, dans le domaine de l'animation ou du divertissement pour enfants, ça n'est pas du tout, ça ne figure pas avec les priorités. C'est vraiment absent de la vision prospective ou même perspective de ce que nous pourrions faire. Et ça, c'est un problème parce que déjà, nous avons dans nos pays, pour ce type de secteur, qui est l'animation pour enfants, rien que le domaine religieux, il est plus que porteur parce que les parents sont preneurs. Si les parents sont preneurs, automatiquement, ça veut dire qu'il y a de la demande. Il s'agit en fait de l'adaptation de l'ensemble de notre patrimoine culturel, qu'il soit religieux, historique, je sais pas, populaire, etc. Donc franchement, il y a matière. Il y a de la matière. Bien sûr, il y a matière et même, non, mais
au point de vue marché, c'est un créneau normalement qui devrait être porteur. Sauf que ça bloque parce que les décideurs, au niveau de certains décideurs, ça ne marchera jamais. Il y a des gens qui n'ont peut-être pas confiance, qui ne veulent pas tout simplement ouvrir le champ aux nationaux pour travailler. Point barre. On suppose. Hein. Enfin, c'est très facile à supposer cela parce que normalement, ça devrait marcher beaucoup mieux. Mais nous avons justement ce problème. On suppose parce qu'il y a l'AFDATI, il y a l'Agence algérienne du développement culturel, etc., qui quand même sont là pour normalement aider. Je dis normalement. Je ne sais pas ce qui se passe. En tout cas, le citoyen que je suis conscient d'une chose. Il y a des dessins animés que nous regardions quand nous étions enfants. Ils étaient porteurs d'un certain nombre de valeurs qu'on peut qualifier d'universelles qui étaient bonnes. Là, nous sommes dans des dessins animés, dans une consommation qui va à l'encontre de nos idéaux, qu'on le veuille ou non. Surtout qu'en matière justement d'universalité des valeurs, ces valeurs-là ont changé. Oui, nous sommes dans... Nous avons d'autres... Là, on est face à des valeurs qui sont très dangereuses. Plus que dangereuses. Pour notre culture. Vous savez, un dessin animé, c'est quoi? Ce qui se passe actuellement. Alors, nous avons, je ne sais pas, mes neveux, mes nièces ont grandi avec des dessins animés qu'ils adoraient. Puis non, tiens, c'est l'heure de tel ou tel dessin animé. Et puis vous dites, tiens, j'aimerais bien voir ce personnage dont on parle souvent. Et le personnage, il arrive, il a 4 bras, 6 jambes et 3 yeux. Donc, je suis désolé, vous savez, c'est plus que bizarre. Et puis, là, on arrive à déprogrammer en quelque sorte le cerveau de sorte à ce que la laideur devienne une norme de beauté, quoi. Et puis, vous avez, avec ça, dans mon cerveau, moi, tout va s'imbriquer. Je vois un slogan publicitaire d'une grande marque qui me dit « Just do it ». Puis le dessin animé, il vient avec un autre personnage qui met en pratique ce slogan « Just do it ». Fais-le, et puis il ne faut pas penser aux conséquences. Fais-le et on discutera plus tard. Et vous avez une génération d'adolescents qui font n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Pourquoi? Parce qu'ils ont grandi dans cette culture. C'est une culture. Et le problème, c'est que là aussi, même quand vous voulez bien faire, et quand vous avez aussi l'autorité qui suit, on va parler par exemple du ministère de la Culture. Alors, nous sommes par exemple, ce qui m'intéresserait par exemple dans le domaine religieux, qu'il y ait des dessins animés sur des personnages de l'islam. Par exemple, il y a des personnages qui véhiculent beaucoup de bonnes choses, de belles choses. Et vous allez entrer en collision avec un groupuscule qui va vous dire non, haram, il ne faut pas montrer le visage de tel ou tel sahabi. En vertu de quoi? Il n'y a rien qui l'interdit. Mais le problème... Ça va plus loin encore. Oui, le problème même est le dessin animé, le fait de dessiner... Haram, oui, bien sûr. Le problème, c'est que, alors que ce n'est pas haram, hein, je mets au défi qui le veut, et vous pouvez venir ici, on peut en discuter. Le problème, c'est que, par exemple, le film Risala, les gens ont beaucoup plus appris avec Risala, et de manière très fluide, de manière très saine, qu'ils n'en ont appris en lisant des livres. Parce que si vous lisez par exemple Sirat ibn Hisham, il faut être un spécialiste. Oui. Si vous lisez Sirat Nabawiya telle qu'elle a été écrite par Al-Bouti, vous allez aussi partir dans d'autres considérations qui pourraient être d'ordre juridique, historique, etc. Alors que présenter la chose de manière digeste et fluide comme ça, c'est ce qui intéresse la masse. Donc, avec Risala, le problème n'était pas très, très, très important, mais on l'a revu avec un film un feuilleton sur Omar ibn Khattab, par exemple. Alors, le dessin animé aussi, je pense que si l'on se... vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez de c'était Borg, il s'appelait, Il était une fois la vie. Il était une fois la vie, il a fait aussi une série, Il était une fois l'homme. Et je pense que Borg s'est converti à l'islam vers la fin de sa vie. Vous savez, une fois, on nous a montré, il a parlé de tous les grands personnages connus dans l'histoire. Vous savez qu'il a fait
un épisode sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais bien sûr, lui, il a montré le prophète en train de... Mais vous savez, il est hyper beau ce dessin animé dans la mesure où il a restitué les vérités les plus élémentaires sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et beaucoup de ceux qui ont vu ce dessin animé, parmi ceux qui n'étaient pas musulmans, surtout s'ils étaient très jeunes, ils en ont gardé une très bonne impression. Et certains d'entre eux, avec le temps, avec tout ce qui s'est passé, avec aussi l'effet rétroactif, on va dire, ça les a poussés à aller s'informer sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et j'en connais qui sont devenus musulmans. Parce que cette impression, elle les a marqués. Maintenant, je n'irai pas jusqu'à dire, oui, faites-nous un dessin animé sur le prophète en montrant le prophète. Mais déjà, le projet qui est plus que viable, on ne va pas trouver justement de gens qui vont suivre. Et puis, nous ne voilons pas la face. Vous allez discuter avec un banquier. Il va vous parler comme si vous étiez aux États-Unis, mais quand on arrive à la réalité, il a une mentalité qui est plus sclérosée que celle d'un marchand de légumes qui ne comprend rien à la finance. C'est ça le problème. Quand vous voyez des émissions sur des making-of, la guerre des étoiles, Lucas, ça n'a pas été toujours tout rose pour lui. Hein. Il y a eu des problèmes, ensuite il a fallu recourir à des banques, etc. L'idée même ne peut même pas se poser dans un pays comme l'Algérie. Monsieur le banquier, j'ai un problème, j'ai commencé une production et là j'ai un problème. Oui, mais tout le problème, je veux dire, on ne peut pas parler des banquiers sans qu'on parle de l'ouverture télévisuelle ou cinématographique. C'est ça le problème qui se pose en premier, non? Exactement, il faut médiatiser d'abord. Parce que il faut que le produit existe, non seulement dans les marchés. Sans demande, vous ne créez pas? Parce que c'est pas possible. Bon, je peux pas imposer, je peux pas le faire. Non, je veux dire, vous passez pas d'abord par une création. Vous avez une idée. Bon, vous parlez de création. On ne fait que ça. Vous avez une idée. Vous voulez Justement. Adapter une histoire de notre patrimoine en animation. Soit on la crée, soit vous allez demander de l'aide au ministère de la Culture. Si on a, j'ai jamais osé aller demander de l'aide au ministère de la Culture, moi personnellement, mais j'ai demandé de l'aide pour le financement, je parle. Pour les financements, à certains, que je pense, ils sont capables de financer un projet. Qui, par exemple? Des gens que je connais dans mon entourage, par exemple, des privés. Des privés spécialisés en quoi? Juste des amis ou quoi? Dans l'agroalimentaire, c'est des gens qui ont d'accord. Des gens qui ont des riches. Okay. Des gens riches. C'est terrible. Voilà, parce que ça, on a besoin de quelqu'un qui peut investir, qui peut. En fait, il va vous prêter de l'argent, c'est ça. Voilà, il va vous prêter de l'argent. Moi, je vais dire ou alors investir son avec argent. Parce que me prêter, c'est pas le mot. Je présente le projet, voilà comment ça va se passer. Voilà, ça coûte tel ou tel. Voilà, au final, c'est ça. C'est dans 2 ans, dans 1 an, on va finir. On va finir, mais vous ne savez pas si vous allez le vendre, votre produit. Ou alors vous devez avoir l'assurance, ou alors vous allez créer d'abord, ensuite vous allez chercher acheteur, ou alors non. Un produit fini, généralement, parce qu'on a eu déjà l'expérience, si on fait un produit, c'est sûr qu'il sera vendu. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui le prendra. La télévision, d'ailleurs, c'est... La télévision, c'est une politique. La télévision, acheter le produit national. Achète la télévision, je parle de la télévision nationale. Et voilà, c'est pour ça, malheureusement, pourquoi cette explosion de chaînes privées? Il y a plein de chaînes qui pullulent, mais il n'y a pas d'intérêt pour... Et on n'a pas... C'est cette impression que vous avez. Non seulement... Ils ne prennent même pas la peine de vous parler d'un secteur, de l'animation. Pour eux, c'est acheter, c'est le prêt-à-porter. Je prends, j'ai des dessins animés, je diffuse vous parlez des dessins animés. Ils importent. Voilà. D'accord. Mais vous aussi, c'est... Je pense que dans la majorité, c'est même pas, vous savez... prêt à diffuser. C'est même pas de l'importation. C'est du piratage, d'accord. Voilà. Vous disiez, oui. Pour ça, monsieur, vous a dit tout à l'heure... Quand vous voyez la qualité... Monsieur vous a parlé de problèmes de culture, de conscience. C'est des gens qui n'ont rien à faire de ce secteur. Pour lui, ça ne rapporte pas.
c'est à Ça écarter. serait étonnant qu'il croit que ça ne rapporte pas. Oui, Il y a une question qui est fondamentale. C'est-à-dire qu'en amont de tout ça, c'est-à-dire qu'on va dire, bon, si on peut l'appeler ainsi, le péché originel, y a-t-il une littérature de l'enfance en Algérie? Non. Parce qu'en Occident... Oui, mais on peut puiser dans le conte populaire. Oui, c'est-à-dire que le conte populaire, certes, c'est-à-dire qu'il y a tout un répertoire, tout un réservoir qui est très très riche, certes. Mais toujours est-il, c'est-à-dire que cette industrie de l'animation, elle est adossée en amont sur une littérature relative à l'enfance. C'est-à-dire que déjà, posons-nous la question, est-ce qu'il y a... Pour revenir à la question de l'aide de l'État... Je n'ai pas envie de citer d'exemple, mais si elle existe. On va dire qu'elle est rudimentaire. Voilà. Elle essaie de se frayer un chemin, mais elle existe. Très mais difficile. déjà, on pourrait commencer par ça. Oui, en commençant justement par encourager justement cette littérature sur l'enfance. Pour revenir à la question de l'État, par exemple, le dessin d'animation Tintin, qui est ancien, je crois, les années 60, il y a l'État français qui, à travers l'ORTF, l'organisme de la radio qui était une BD à l'origine. BD, justement, il y a eu Ils ont participé au dessin animé. Ils bien ont participé et ils ont encouragé sa diffusion. Voire même parce que l'intérêt Tintin, c'est tout l'espace francophone. Absolument. L'ORTF, à travers l'État français, ministère de la Culture, il y a une stratégie, ce qu'on appelle une stratégie à long terme, dans le cadre de l'élargissement de l'espace de la francophonie. C'est la promotion de l'internationalisation de Tintin, mais au-delà de Tintin, c'est-à-dire tout un code culturel, tout un référentiel culturel francophone qui s'est disséminé progressivement vers les pays de l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne, l'Amérique du Nord, le Canada, plus certains espaces francophones. Donc il y a la volonté de l'État, c'est-à-dire qu'il y a un certain volontarisme de la part des pouvoirs publics, en Europe, en France notamment, pour encourager ce... Pour tracer en fait ce cadre, un cadre incitatif à développer ce secteur-là. Mais aujourd'hui, quels sont les paramètres justement pour développer ce domaine-là? Bon, c'est clair qu'il faut une politique volontariste, c'est clair. Mais cette politique volontariste-là, comment elle va voir le jour? Vous savez, c'est-à-dire que pour parler de tous ces segments qui sont très importants, parlons d'un modèle économique. Si les chiffres économiques non, c'est pas une question de chiffres. Non, mais généralement, c'est ça qui... Qu'est-ce qui booste? C'est pas une question de chiffres. C'est pas une question de chiffres. C'est une question de modèle, c'est-à-dire de tout un ensemble. Quand vous dites, par exemple, quand on parle de l'animation, quand on parle de dessin animé, on parle d'un modèle économique propre aux industries culturelles. Les industries culturelles sont intégrées dans un modèle économique plus global ou qui est rattaché à d'autres secteurs, c'est-à-dire le tourisme, le divertissement. Actuellement, on parle de l'industrie, l'économie des loisirs. Les loisirs, c'est-à-dire quand on parle de la littérature, du film, de l'histoire en elle-même sous forme d'un livre pour enfants, Harry Potter par exemple, puis transformé en dessin animé, voire même en film, il y a les produits dérivés, va par là même, et je ne parle pas aussi de ce qu'on appelle des jeux vidéo et tout ce qui s'ensuit. Actuellement, on a rattaché, on a segmenté dans le cadre d'une stratégie de synergie avec les loisirs, les grands parcs à travers le monde, on a intégré des figures de dessins animés. Par exemple, je ne parle pas de Disneyland. La stratégie de Disneyland, c'est-à-dire que depuis les années 20 jusqu'à actuellement, c'est-à-dire que c'est plusieurs segments. C'est une stratégie basée sur ce qu'on appelle la segmentation, mais il y a une synergie à travers les dessins animés, les films d'animation, puis le divertissement. Là, quand vous allez dans les grands parcs à travers le monde, il y a cette intégration pour attirer une clientèle qui est prédominante, à savoir la jeunesse. On intègre des figures très importantes les films d'animation, Spider-Man, Superman, Mickey Mouse, les films de science-fiction, ce qu'on appelle les super-héros avec Marvel. Quand vous allez dans ces parcs de loisirs, à l'origine, c'était des BD en plus. Ça, c'était des BD, mais ça dit qu'en fait, à l'étranger, quand ces acteurs de divertissement s'adressent aux banquiers, ce qu'on appelle aux détenteurs de capitaux, ils sont à l'écoute pour la simple et bonne raison parce que c'est un produit rentable. Il y a
un travail quelque part, c'est-à-dire d'encourager un certain enracinement culturel, d'exportation de la culture et tout. Mais le banquier, il se dit finalement, voilà, je vais miser sur Harry Potter. Qu'est-ce qui va me rapporter Harry Potter comme produit dérivé? Sur Pokémon, il a rapporté entre 1998 et 2006 jusqu'à 17 milliards de dollars de produits dérivés. Donc le banquier, il est froid. C'est-à-dire que je jette $1, j'attends en retour 5 dollars. En Algérie, quand on passe, c'est vrai que les banques actuellement, avec toutes les difficultés, les chaînes de télévision, ça reste ce qu'on appelle des bureaux de chaînes étrangères. Je comprends quelque part qu'il n'y a pas ce qu'on appelle une visibilité ou une démarche très claire. Quand un producteur leur dit, voilà, on a produit une série d'animations, un dessin animé, en termes de qualité, en termes de savoir-faire, qui n'a rien à envier à un dessin animé produit en France ou au Canada, est-ce que vous êtes preneur? La personne vous dira, peut-être, je ne sais pas, peut-être, j'espère me tromper, il dira, finalement, en l'état actuel des choses, mes finances ne me le permettent pas, je ne suis pas preneur. Je préfère pirater un dessin animé que d'acheter un dessin animé. Peut-être que la clientèle algérienne ne va pas se l'approprier. Cheikh Bachar, je voudrais vous poser une question. Est-ce qu'en fait, il y a ce problème aussi de accepter de prendre des risques? Oui, c'est ça. Je veux dire, même vous en tant que créateur, est-ce que vous acceptez de prendre des risques? Je pense que nous, en tant que créateurs, qu'artistes, on fait que ça. On prend que des risques depuis 20 ans. Depuis 20 ans. En producteur, on n'est pas vraiment des producteurs. C'est-à-dire, pour moi, un producteur, finalement, j'en déduis que l'Algérie ما خصهاش la volonté politique, ما خصوهاش les artistes, les compétences artistiques. C'est des gens qui, je sais pas, justement ça, c'est des investisseurs qui savent rentabiliser tout. On a besoin de ce genre de gens, voilà, qui prennent des risques. Politiquement, je sais, j'ai travaillé avec la télévision algérienne, avec le ministère, je sais qu'il y a une volonté de produire. Ils dépensent même des milliards, mais il n'y a pas de retour après, dans la production culturelle. On a besoin de gens qui vont commercialiser ce genre de choses et faire, comment dire, la production. C'est ce genre de gens qu'on a besoin. Vous avez déjà pensé à la coproduction? Oui, on a déjà fait une coproduction. Et on tombe toujours dans les mêmes... Plus régulièrement, voilà. je veux dire. Non, c'est une question de budget. C'est une question de budget. Soit il manque, soit il n'est pas assez... forcément interne, en interne. On a travaillé avec des étrangers, mais c'est juste des services qu'on leur a rendus. Ils nous ont payé un petit service, on a travaillé, c'est tout. Mais une coproduction pour financer justement des travaux plus élaborés? Non. Pour le moment, jamais. Pourquoi? Je ne connais pas d'Algériens qui ont fait ce genre de choses pour un produit commercialisé ici. Mais pour un produit commercialisé chez les autres, bon, en Émirats ou là, en Europe, oui, il y a des gens qui ont participé. Par exemple, justement, l'animation en court-métrage Khamsa, qui est magnifique. Oui, ça dépend des capacités artistiques. Elle ne manque pas chez nous. Oui, et qui a été on l'a aidé, bon, je ne sais pas si je peux le dire, le Centre culturel français qui a aidé l'artiste justement pour faire ce court-métrage et qui a été primé justement dans un festival en France. Mais voilà, ça reste un court-métrage primé. Il y a d'autres courts-métrages algériens primés ailleurs. Et c'est tout. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin vraiment de ça. Je vous le répète, on a besoin de gens qui peuvent voilà, quantifier ou, comment dire, investir dans ce domaine, mais dans tout le domaine, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire si je fais, par exemple, je fais la série Inspecteur Tahar, moi je suis dessinateur, je suis artiste, j'aimerais bien trouver quelqu'un qui me dise, voilà, tiens, je veux bien prendre ton personnage et en faire des jouets. Je veux bien prendre ton personnage et en faire un jeu électronique. Comme ça, ça va, moi je vais encore gagner plus d'argent, je serai plus à l'aise avec n'est-ce pas, voilà, de retour Lina en tant qu'artiste. Mais et lui, il va encore plus gagner, ça va faire rouler la roue. Il faut un peu bouger. Je me souviens, par exemple, quand on était enfant, il y avait le Hadiqa Sahira. Ça passait à la télé, c'était très médiatisé. Enfin, de toute manière, on n'avait pas le choix, mais quand même, ça restait super médiatisé. Mais je me souviens de Hadiqa Sahira qui allait d'école en école, à travers les wilayas. Donc, je ne sais pas. Les personnages de Hadiqa Sahira étaient des personnages qui étaient plus que vulgarisés. Donc, pourquoi ne pas
travailler par exemple sur des numéros zéro qui seraient vraiment bien faits, proposer même à l'international, pourquoi pas, parce que je sais que ça peut se faire. Et puis, essayer de travailler, parce que là, ce qui est bien peut-être à l'heure actuelle, c'est le sponsoring. Je sais qu'avec la télé nationale, le sponsoring est ouvert. Et puis à partir de là, essayer d'investir via des émissions, des écoles, je ne sais pas, en faire une activité comme ça, ludique, qui pourrait être même retransmise. Donc on a un espace où qu'on va exploiter au niveau de la télévision, et puis on va intéresser les gens petit à petit. Il y a peut-être aussi un travail qui doit être fait par ceux qui sont dans la création, par ceux qui sont dans l'artistique. Il est vrai que chez nous, tout est carré, c'est l'administration, même quand vous discutez... C'est très bureaucratique. C'est plus que bureaucratique. Et il y a une fois, je me souviens, il y a un réalisateur qui disait, dans les années 70, les réalisateurs, les créateurs pensaient à quelque chose et l'administration suivait. Maintenant, on doit se plier à l'administration, ce qui n'est pas du tout normal. Donc, pour parer à tout cela, pourquoi ne pas initier ce genre de choses, essayer de créer un événement, et puis d'en faire plutôt un événement, parce que c'est comme ça que ça marche. Exactement. Il y a eu le festival en 2016, Jazzanim. C'était le premier festival justement de l'animation. De l'animation. Et voilà, et le dernier. Ouais. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Je sais pas. Racontez-nous, puisque vous avez été... C'était bien. On a comment dire, rassemblé tous les producteurs, enfin les artistes, etc. Parce qu'il faut toujours se souvenir, les producteurs, c'est autre chose. Hein. Les artistes, y compris ceux qui ont fait Khamsa, par exemple. On a discuté pendant une semaine, c'était bien, etc. Il y avait des workshops, des masterclass. Voilà, etc. Voilà. À la fin, on se disait, bon, on a besoin d'investisseurs, et c'est tout. Ça et alors, vous avez invité, on a toujours besoin d'investisseurs. Les politiques, ils marchent bien, mais on a besoin d'investisseurs. Vous avez invité des investisseurs à Jazzanim en 2016? Oui, on a invité. Allez, vous visez qui? Non, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas les investisseurs. On ne peut pas dire qu'il y a une industrie du jouet en Algérie. Non, mais... Industrie du livre. On ne peut pas dire qu'il y a une véritable industrie du livre. L'industrie du DVD, Je sais qu'il y a des pôles dans le domaine. Qui peut vous financer? Vous avez des consortiums ici en Algérie, vous avez des consortiums d'hommes dans l'agroalimentaire. Pas même dans l'agroalimentaire. Essentiellement. Il y a beaucoup de gens, non. Je sais qu'il y a énormément de gens, du moins quand on discute avec eux, sont ouverts à l'idée de financer, de sponsoriser des programmes. Dans l'électroménager, c'est ce genre de l'électronique. Parce que c'est bon pour les enfants. Il y en a beaucoup qui sont prêts vraiment à financer. Donc pourquoi ce qui manque véritablement, c'est des gestionnaires. Ce sont de bons gestionnaires, des gens qui n'ont pas peur de manier les sous et qui savent le faire. Est-ce que vous avez invité ces investisseurs-là? Non, je ne pense pas qu'on a ciblé ce genre de gens, mais on a peut-être... Qui vous avez ciblé ces gens? Je ne sais pas comment les reconnaître. On connaît les grands comment dire, publicitaires, les grands capitaux comme, je ne sais pas, Ouridou, etc. On ne les connaît pas. Sans citer les marques. Oui. Est-ce que vous les avez invités, justement? Oui, on a invité quelques grandes boîtes. Quelques-uns. Et alors, pourquoi ça n'a pas abouti? D'accord, c'était pas un festival, enfin c'était des journées de Jazzanim. Je ne sais pas. Il faut bien commencer quelque part. Mais après, pourquoi ça n'a pas... Pourquoi il n'y a pas eu Jazzanim 2017, Jazzanim 2018? Non, c'est-à-dire qu'on a fait ce Jazzanim au départ, c'est juste pour voir, pour comment dire, rassembler les artistes. On était plus concentrés sur les artistes. Oui, mais là, quand on a rassemblé tout ce monde, on a su que les capacités existaient. C'est-à-dire au moins Jazzanim 1, mais même pour le FIBDA, il nous a bien montré ce genre de choses. Non, Jazzanim, c'était autre chose. Hein. C'était différent de FIBDA, vraiment différent. Mais déjà, au FIBDA, on sait qu'il y a des spécialistes justement dans l'animation, dans le dessin. Un autre Jazzanim où les artistes vont rencontrer des investisseurs, des génies dans l'investissement. Voilà, ça c'est un génie dans la 3D, dans l'art. On a besoin de génie dans l'investissement, quelqu'un qui va voir dans l'idée vraiment une sorte de trésor, de l'argent à gagner, et il va en faire profiter à tout le monde. Et alors, vous avez essayé de rééditer justement ces journées-là
avec cet objectif-là? Oui, mais on a essayé bien sûr de rééditer cet événement. Mais voilà, c'est-à-dire que pour le moment, on s'est buté sur l'idée de, comment dire, ces gens-là. C'est-à-dire qu'on ne veut pas refaire le même jazz anime. C'est-à-dire qu'il nous faudrait ce genre de gens, mais je ne sais pas. Frapper à leur porte Non, non. Et alors comment ils vont savoir? Je sais Il faut pas. les inviter. Moi, je suis occupé à créer maintenant. Qui doit je inviter dessine. alors, ces investisseurs Qui je doit sais inviter vraiment pas. Non, mais vous étiez co-organisateur de Jazz Oui, Anime. co-organisateur. Oui. Donc, côté artistique, bien sûr. Ouais. d'accord. Vous Mais étiez co-organisateur. Je ne sais pas. On a invité des gens. Ça n'a pas marché pour le moment, mais on attend. Bon, vous pouvez toujours lancer l'appel. Bien sûr, c'est ce qu'on veut faire maintenant. C'est ce qu'on voudrait faire maintenant. Eh ben, s'il y a des investisseurs qui sont intéressés, eh ben, les artistes, ils sont là, ils travaillent. Alors, pour produire beaucoup de choses, je ne sais pas, il faudrait faire, comment dire, des ateliers de travail. Pourquoi ne pas voir avec ceux qui organisent FIBDA cette année? Comment est-ce qu'ils font? Même le FIBDA, il n'y a pas de suite, il n'y a pas de grandes boîtes qui font de la bande dessinée à une grande échelle. Mais ils arrivent quand même à se rencontrer et à faire... Je ne sais pas, mais ils sont arrivés à inviter quand même pourquoi il n'y a pas de résultat? C'est la même chose, c'est-à-dire oui. Pourquoi il n'y a pas de grandes boîtes de bande dessinée en Algérie? C'est toujours le même problème. Ouais. C'est toujours le même problème. Généralement, c'est l'investisseur qui cherche des secteurs où investir son argent. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Et à chaque fois qu'il y a une interview ou une rencontre, on se retrouve à faire des appels. On dirait, à chaque fois, c'est sûr. Hein, à chaque fois, on fait des appels comme maintenant. Même si c'est une interview qui parle d'autre chose, on tourne, on revient à faire l'appel d'aide en quelque sorte. Il faut oser, tout simplement. Je parle à ceux qui peuvent investir de l'argent dans ce domaine. Tout simplement, il faut oser parce que vu le niveau qu'on a mondial, qu'on a dans l'animation, on est en quelque sorte intimidé. On n'y croit pas. On ne va pas y arriver. Bon, vous êtes fou quand même. Vous avez vu le niveau de telle ou telle animation. Vous pensez que vous allez y arriver? Oui, si on peut. Parce que maintenant, il y a des moyens, certes, et les compétences, comme on a dit tout à l'heure. Ben, je connais quelqu'un, on a connu un ami avec nous, il a fait un dessin animé tout seul, chez lui. Tout seul, une série. Avec les moyens du bord. Fini, produit fini. Elle est passée à la télévision, hein, 3D. Un produit fini. Les deux Betna, je ne sais pas si je peux citer ça. Oui. C'est Abdallah. Il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a fait un produit tout seul. Vous devriez l'inviter, Talit. Avec ses proches, tout simplement, chez lui, à la maison. Un F3 ou un F4 et un produit fini. Prêt à être diffusé sur les chaînes. Il n'est pas encore fini, mais un autre modèle de ceux qui travaillent pour pas grand-chose. Monsieur a parlé de Blanche-Neige. Blanche-Neige, il y a 600 artistes qui ont participé. 600. 200 qui ont fait le coloriage. 1,46 million dollars, 1,46 million de budget, de 460 000 dollars. De budget à l'époque, en 37 sorties. C'est vraiment. C'était 2 ans de travail. Oui, peut-être que le problème, c'est que les investisseurs pensent en premier lieu au coût de l'investissement au lieu de penser aussi aux dividendes. Voilà, je donne juste un exemple, malheureusement c'est un exemple américain à propos de Shrek. Shrek a demandé un investissement de 150 millions de dollars, mais il a engendré 900 millions de dollars. La différence est énorme. Voilà, parce que eux, ils sont déjà dans le bain. Ils savent, ils connaissent ça. Nous, c'est le néant. Allez expliquer à quelqu'un qui peut gagner 10 fois plus son investissement dans un projet d'animation. Alors, économiquement et aussi culturellement, adapter son patrimoine culturel, adapter sa culture, avoir un référentiel. Donc, ce n'est pas que juste de l'argent. Oui, mais vous pouvez aussi... un dernier mot pour chacun d'entre vous. Si je prends l'exemple de Kirikou,
C'est une culture purement africaine, oui. qui a été, qui est devenue mondiale, internationale, essentiellement dans les pays pour le moment francophones, mais appelée à être adaptée pour le marché anglo-saxon. Hein. Rien ne l'empêche. C'est financé par la France. Oui, mais même. Pourquoi ne pas commencer aussi à viser des marchés à l'international, exporter notre culture, faire des numéros zéro. Il y a pas mal de bonnes choses qui peuvent s'exporter, pas forcément religieuses, pas quelque chose dans l'humanité, dans l'universalité. Oui. C'est tout, notre tampon, c'est tout. C'est-à-dire qu'il y a le rôle de l'État, c'est-à-dire dans la promotion de la culture, du référentiel culturel national, même au niveau mondial, même aux États-Unis, le gouvernement aide de manière indirecte. Seulement, l'État doit être là comme acteur pour encourager, créer l'environnement propice, notamment législatif et juridique, pour assurer une certaine sécurité juridique à ceux qui travaillent et tout, créer l'environnement. Mais l'investissement, ça reste l'acteur privé. C'est-à-dire que nous, on a tendance à attendre que l'État investisse. Ce n'est pas à l'État d'investir ce créneau. C'est clair, oui. On ouvre, l'État il est là pour accompagner, faciliter un petit peu, comme l'a fait certains États en France, ou, en Europe comme en France, en Italie, en Espagne, même en Grande-Bretagne. Ils sont là pour encourager, mais le gros du travail, c'est l'entrepreneur privé. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle, ce que disent les anglo-saxons, the risk taker, ce qu'on appelle les preneurs de risque. Il prend le risque, c'est un investissement. J'investis 10 milliards ou 10 milliards ou 100, 30 milliards de centimes. Ça pourrait marcher comme ça pourrait ne pas marcher. Comme le fait ailleurs, il investit 200 millions, 300 millions de dollars. Ça pourrait générer 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires avec les dérivés, comme ça ne pourrait ne rien générer. Voilà, je pense que ça veut dire. Il y a des gens qui sont spécialisés dans le domaine, qui peuvent faire des études de marché. Tout à fait. Ils peuvent, dès le début, savoir si ça va marcher ou pas. Mais comme ça, il n'y a pas... Le risque, il y a toujours un risque. Oui, un business plan, il le faut. Un grand risque, non. Mais le risque est toujours là. Très bien. Mais, de toute façon, nos enfants, ils sont boulimiques, ils n'attendront que ça. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à Boubkar Ayata et à son équipe d'avoir réalisé cette émission. Un spécial merci à Katia Tria au synthé. On se retrouve mercredi prochain. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم